Amis investisseurs, bonjour. Ça fait quelques temps que je n'ai pas eu l'occasion de vous faire de nouvelles vidéos. Donc ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de vous parler de private equity. Pour deux raisons. La première, c'est que je pense que c'est un véhicule d'investissement qui peut être intéressant pour tout investisseur pour diversifier son patrimoine, et vous verrez les raisons. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est un sujet qui est pas mal d'actualité. On en parle beaucoup du private equity ces derniers temps, puisqu'ils ont fait des très belles performances, tout ce milieu-là a fait de très belles performances depuis quelques mois. Alors c'était le cas, comme on le verra de nouveau dans la suite de la vidéo, c'est un actif qui peut être très rentable sur le long terme, mais particulièrement depuis quelques mois, depuis les épisodes Covid, de façon assez paradoxale, mais voilà, donc c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. Ce que je vous propose dans la vidéo, c'est de voir comme d'habitude un certain nombre de points. Le premier, c'est de refaire une petite définition de à quoi correspond le private equity pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est de vous présenter la performance qu'on peut espérer quand on investit dans le private equity. Le troisième point, c'est les solutions qui sont possibles pour un investisseur particulier pour accéder justement au private equity. Et quatrième point, ma stratégie, moi que j'utilise de façon très concrète pour investir dans cette classe d'actifs, si on la considère un petit peu différente des autres. Donc un rappel sur la définition du private equity. Alors private equity, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc private, en fait, si on fait une traduction littérale, private c'est privé, equity c'est fonds propres, capital. Donc en fait ça correspond aux fonds propres de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Donc quand on fait du private equity, c'est qu'on investit dans les fonds propres d'une société non cotée. Voilà, et donc peut-être un petit rappel également sur qu'est-ce que veut dire fonds propres. C'est un concept qui n'est pas forcément bien compris par tout le monde. On est d'accord que les fonds propres, c'est différent de la dette. Donc en fait, je vais prendre juste un petit exemple. Je reprends ma société, mon restaurant, je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Je veux monter une société, j'ai besoin de 1 million d'euros pour monter cette société. Donc il y a deux manières de lever cet argent. Soit vous mettez de l'argent que vous avez directement, donc c'est ce qu'on va appeler du coup les fonds propres. Soit vous vous endettez, ou évidemment vous faites un mix des deux, ce qui est la plupart du temps le cas. Sauf que quand vous allez vouloir vous endetter, vous allez aller voir votre banquier, et si vous avez besoin de 1 million d'euros pour monter votre société, votre banquier généralement ne va pas vous prêter l'intégralité de la somme, de la même manière que si vous achetiez un appartement, quand vous achetez votre résidence principale par exemple, même si là on arrive à avoir des taux d'endettement très importants, pour le coup dans l'entrepreneuriat, on va dire, dans le monde du business, généralement les banques vont prêter à hauteur maximum de 70%, 80%, ils vont vous demander quand même d'apporter 20 à 30% minimum de fonds propres en fonction évidemment du risque de marché sur lequel vous opérez. Et du coup, ces fonds propres, vous allez avoir deux manières de les financer. Ça va être soit vous avez vous-même le cash, et donc là je prends mon petit exemple, j'ai besoin pour monter ma société, j'ai besoin d'1 million d'euros. Je vais donc avoir besoin de 300 000 euros de fonds propres et 700 000 euros de dette. Donc les 300 000 euros, j'ai moi-même en tant que fondateur par exemple 200 000 euros de cash pour investir dans ma société, et il me manque 100 000 euros de fonds propres. Donc là je vais aller faire appel justement à des investisseurs en private equity, et là dans mon exemple j'ai besoin donc de 100 000 euros supplémentaires en fonds propres. Donc vu la somme, évidemment je vais plutôt me tourner vers éventuellement une approche business angel. Donc on va voir après les différentes approches qui sont faisables en se mettant de l'autre côté évidemment de la barrière en tant qu'investisseur. Et en parallèle, on va aller contracter une dette de 700 000 euros auprès d'un établissement bancaire. Voilà, donc ça c'est un montage assez simple. Et donc évidemment, l'avantage d'investir en tant qu'investisseur en private equity, c'est que donc on va apporter, là si je me mets dans le cas où je suis le business angel, je vais apporter mes 100 000 euros. Évidemment, ça va être 100 000 euros qui vont du coup être bloqués, puisque c'est des fonds propres, donc ils ne vont pas être amenés à être remboursés. Donc si un jour je veux sortir, il va falloir tout simplement que je vende mes parts. Par contre, l'avantage, c'est qu'en investissement en fonds propres, on se retrouve propriétaire d'une partie de la société. Et donc on bénéficie des résultats au prorata de sa propriété au résultat de la société. Et c'est là où on va récupérer éventuellement des dividendes, qu'on va, si la société se valorise, profiter de cette valorisation, etc. etc. Donc voilà, c'était juste un petit rappel pour bien repositionner à quoi correspondent les capitaux propres d'une société versus une dette. Et donc private, c'est qu'on est d'accord, c'est que c'est une société qui est privée et non pas cotée sur les marchés financiers. Voilà, donc ça c'était juste un rappel, définition private equity.
Deuxième point, quand vous faites du private equity, vous allez avoir plusieurs types d'investissements possibles, en tout cas sur différents niveaux de maturité de société. Donc là, c'est un graphique qui montre les différents niveaux de maturité. Donc là, dans notre exemple, on a vu qu'on était sur une petite structure en phase de création. Donc là, généralement, on fait des levées de fonds qui peuvent être de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. Donc là, on parle souvent justement de ce fameux investisseur qu'on qualifie plus de business angel. Les professionnels ne vont pas s'intéresser à ce type de dossier. Donc là, on est vraiment sur des toutes petites structures avec des tout petits montants. Viennent ensuite tout ce qui est fonds on va appeler d'amorçage. Donc là, c'est quand les sociétés sont un petit peu plus grosses, généralement en phase de forte croissance. Donc là, les sociétés vont rechercher plusieurs centaines, voire quelques milliers d'euros. On va ensuite avoir ce qu'on appelle le capital risque. Alors ça, c'est un terme qui est assez large, assez générique. Mais là, ça va être pour des sociétés qui commencent à monter sur des phases de croissance beaucoup plus importantes et qui vont avoir besoin de lever beaucoup plus de fonds. Donc là, c'est historiquement les phases où, typiquement en France, on était plutôt en difficulté et les sociétés avaient du mal. Alors là, ça commence à s'améliorer, mais historiquement, avait pas mal de mal en France à lever des montants en capital risque au vu des enveloppes qui étaient assez conséquentes. Et souvent, ces sociétés-là qui avaient besoin de lever beaucoup d'argent étaient souvent amenées à partir aux États-Unis, où là, il y avait des structures, des fonds d'investissement qu'on verra après, qui avaient cette capacité à investir des montants importants de ce type. Et enfin, la dernière phase, qui est tout ce qu'on va appeler capital développement, où là, on est plutôt sur des sociétés matures, parfois des grosses sociétés, où on va avoir besoin de lever des fonds beaucoup plus importants. Donc là, c'est là où on va retrouver tout ce qui est système de LBO, donc on verra juste après, et éventuellement, c'est là aussi où les sociétés vont faire des introductions boursières, justement pour lever des fonds importants, ou faire du buy-out, c'est-à-dire pour lorsque les fondateurs veulent revendre tout ou partie de leur participation. Voilà. Et donc en face de ça, on va retrouver plusieurs types de sociétés en private equity. Donc tout à gauche, on va retrouver, donc encore une fois, business angel, ou alors après on va quand même, si on monte un tout petit peu, on va avoir quelques sociétés qui font ce qu'on appelle du capital amorçage. Donc là, c'est des sociétés en private equity qui vont effectivement se positionner sur des tickets relativement faibles. On va ensuite, le deuxième palier qu'on a vu, c'est là où on retrouve toutes les sociétés qui font du capital risque, du venture capital, donc les fameux VC que vous allez retrouver régulièrement. Donc les VC vont se retrouver vraiment sur cette position intermédiaire, ou alors capital développement, capital croissance. Donc tous ces termes sont un peu génériques. Et enfin, on va retrouver ce qu'on va appeler le capital transmission, souvent LBO. Donc LBO, c'est leverage buyout. Donc c'est souvent des sociétés qui vont utiliser l'endettement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des LBO, si ça vous intéresse on pourra faire une vidéo sur ce sujet-là, mais qui vont utiliser l'endettement justement pour lever un maximum d'argent pour financer ces entreprises ou les racheter, et pour optimiser le rendement des fonds propres vont utiliser également du levier. Donc là on retrouve un peu toutes les types de sociétés qui vont opérer sur le private equity. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu des performances, et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est effectivement intéressant de parler de private equity dans la gestion de son patrimoine et d'en avoir, d'être positionné, puisque là, vous voyez sur cette comparaison de performance, vous voyez que sur le marché français par exemple, depuis sur les 15 dernières années, là vous voyez la performance du capital investissement par rapport aux autres classes d'actifs. Donc là, ils ont pris comme comparaison le CAC 40. Alors, je ne sais pas si c'est dividende réinvesti ou pas. Le CAC All Trable, l'immobilier, les hedge funds. Bon, je vous laisse regarder. J'ai mis la source tout en bas de cette slide. C'est une source de France Invest. Donc, je vous laisse regarder si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail sur la manière dont a été construit ces comparaisons. Mais en fait, globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que, a priori, le capital investissement a quand même généré un rendement très intéressant sur notamment ces 15 dernières années et beaucoup plus performant que les autres classes d'actifs. Donc ça, c'est déjà une première raison pour s'intéresser à cette nouvelle classe d'actifs. Et ensuite, une deuxième comparaison sur les performances, c'est la manière dont vont se comporter les différents fonds
les différentes sociétés de private equity en fonction de la maturité des sociétés sur lesquelles ils opèrent. Donc on a vu précédemment. Et donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous voyez que en fait plus on monte en maturité de société, donc plus on avance dans notre graphique précédent, plus les rendements observés sont importants. Et en fait ça s'explique parce que quand vous allez faire du financement plutôt en ce qu'on appelle en early stage, c'est-à-dire vraiment sur des phases de création de société ou vraiment de démarrage de croissance, vous pouvez effectivement avoir des performances beaucoup plus importantes quand on prend les sociétés de façon individuelle. Par contre, comme vous allez avoir quand même un taux de défaut qui va être beaucoup plus important, globalement, la performance, c'est ce qu'on voit là, en pâtit de façon conséquente. Et en fait, vous voyez que finalement, c'est plutôt le capital transmission dans tout ce qui est autour notamment du LBO, où on retrouve les performances les plus importantes. Donc ça, je crois que c'est depuis l'origine. Alors pareil, je n'ai pas la date de départ, mais je pense que c'est au moins une analyse sur une vingtaine d'années. Je vous laisse également aller retrouver la source si ça vous intéresse d'approfondir le sujet. Le troisième point que je voulais voir avec vous, du coup, c'est comment investir en private equity, parce que du coup, c'est la grande question. On en entend parler notamment dans l'actualité. Et comme je le disais en introduction, les performances des derniers mois et des dernières années ont été vraiment exceptionnelles, donc on en parle assez régulièrement. Et donc, la question que tout un particulier doit se poser, c'est ok, ça m'intéresse, mais comment je fais pour investir? Donc là, j'ai listé toutes les solutions que j'ai trouvées. N'hésitez pas à indiquer en commentaire si vous voyez d'autres approches possibles. Donc la première solution, on en a parlé également dans le petit exemple que je donnais tout à l'heure, c'est tout simplement d'être business angel, c'est-à-dire que vous allez financer en direct des petites sociétés. Souvent, voilà, ça va être des petites structures, puisque comme on le voyait, c'est du coup des montants un petit peu plus faibles. Donc là, vous allez financer directement des sociétés que vous connaissez dans votre entourage, dans votre ville, vous participez à des clubs de business angel, etc. Donc ça, les avantages, c'est que c'est en direct, vous allez pouvoir financer directement les sociétés que vous choisissez. Vous allez également évidemment avoir le choix des sociétés. Il va y avoir très peu de frais, puisque vous allez pouvoir investir en direct dans ces sociétés, sans intermédiaire. Et si vous êtes bon dans le choix de ces structures, vous pouvez sur le papier très largement surperformer le rendement moyen que l'on trouve en private equity qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous découvrez les une ou deux pépites et que vous avez fait les bons choix, rien ne dit que vous n'allez pas avoir des performances tout à fait extraordinaires si vous misez sur les bons chevaux. Voilà. Maintenant, on sait que comme l'investissement boursier, ça peut être très délicat et compliqué d'aller choisir les bonnes sociétés et c'est toujours très dur de prévoir l'avenir. Les inconvénients, c'est que c'est évidemment très chronophage, puisque là, ça va être à vous d'aller choisir vos sociétés, ça va être à vous probablement d'être présent lors des présentations des fondateurs ou des intervenants qui souhaitent lever de l'argent, donc ça va vous prendre beaucoup de temps pour analyser tout ça. Vous allez vous retrouver du coup sur du capital amorçage, donc on voyait tout à l'heure, donc vous êtes sur des sociétés généralement en création ou vraiment en phase de croissance, mais à ce moment-là ce sont des petites structures. Donc du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, historiquement les performances sont quand même pas forcément très, très élevées au vu du risque associé, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que vous allez avoir quand même un taux de défaut qui peut être très important dans ce type de société. Vous allez du coup être aussi peu diversifié probablement, parce que si vous faites du business, si vous êtes business angel, comme c'est le point suivant, il faut généralement mettre quand même des gros tickets d'entrée, c'est-à-dire que si vous intervenez en tant que business angel, c'est quand même pour mettre à chaque fois au moins quelques dizaines de milliers d'euros dans chacun des projets sur lesquels vous souhaitez investir. Et du coup, mécaniquement, vous allez probablement être assez peu diversifié. Vous allez peut-être pouvoir investir que dans quelques sociétés, contrairement à ce qu'on va voir tout à l'heure. La deuxième approche pour faire du private equity en tant que particulier, ça va être le crowdfunding. Donc là, on retrouve le crowdfunding dans plein de plateformes, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Donc c'est ce qu'on appelle le financement participatif, où là, vous allez aller sur des plateformes en ligne, donc il y en a plusieurs qui existent, et vous allez pouvoir directement choisir des sociétés sur lesquelles vous souhaitez mettre de l'argent, investir en fonds propres dans ces sociétés. L'avantage, c'est que vous allez faire pareil directement le choix des sociétés. Vous allez finalement être quasiment en direct. Alors vous allez avoir quand même l'intermédiaire qui est la plateforme, le site internet qui met en relation quand même la société qui lève de l'argent et vous en tant qu'investisseur. Donc il y a quand même des frais associés à cet intermédiaire, mais c'est relativement raisonnable et c'est souvent des frais d'entrée, éventuellement des frais de sortie, mais vous avez a priori
peu de frais de gestion, donc peu de frais pendant la durée de vie du projet. Et ça peut être pour le coup très accessible, puisque souvent les plateformes de crowdfunding proposent d'investir pour quelques milliers d'euros, même parfois c'est quelques centaines d'euros dans chacune des sociétés dans lesquelles vous souhaitez investir. Donc vous pouvez, voilà, on n'est pas comme le Business Angel où généralement les tickets d'entrée vont être un peu plus élevés. Les inconvénients, c'est comme tout à l'heure, c'est qu'on va se retrouver souvent dans du capital amorçage sur des petites structures peu matures, et donc ça va être très risqué. C'est-à-dire que vous pouvez sur plusieurs opérations complètement tout perdre, même si quelques opérations peuvent être très rentables, celles qui vont être perdantes vont quand même vous baisser votre rendement global. Donc voilà, il faut avoir conscience qu'on reste sur du capital amorçage, dont historiquement les rendements sont, encore une fois, si on fait la moyenne, sont probablement un petit peu moins bons que si vous êtes sur des sociétés plus matures comme on l'a vu tout à l'heure. Troisième approche pour investir en private equity, c'est tout simplement les fonds de private equity. Donc c'est la manière la plus classique, on va dire, pour investir dans cette classe d'actifs. Les avantages, c'est que vous allez avoir une très forte diversification et il va y avoir une analyse par un professionnel qui va être faite. En fait, les fonds de private equity, c'est exactement comme les fonds communs de placement pour le marché action. Ben voilà, l'avantage, c'est que ce sont des fonds qui sont montés par des professionnels, donc a priori, il y a quand même une analyse préalable qui a été faite sur le choix des sociétés qui sont dans ces fonds. Et du coup, en investissant dans un seul fonds, vous allez être très diversifié, puisque souvent les fonds ont plusieurs dizaines, voire centaines de positions au sein de différentes sociétés. Donc là, vous assurez immédiatement une forte diversification dès que vous commencez à investir dans un fonds. Vous pouvez même investir dans 2-3 fonds différents, ce qui fait que là, vous avez une diversification qui est totale. Les inconvénients, c'est que l'accessibilité peut être relativement faible, dans le sens où souvent ces fonds sont distribués plutôt à une clientèle haut de gamme. Vous n'allez pas trouver des fonds de private equity en allant voir votre banquier traditionnel. Souvent, il va falloir faire appel soit à des gestionnaires de patrimoine ou éventuellement à des banques privées. Donc ça, on l'avait vu également dans la précédente vidéo. Du coup, ces fonds-là vont souvent nécessiter des mises de départ assez importantes, souvent de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est assez peu accessible. Vous allez également souvent avoir des frais qui peuvent être importants sur ces fonds, avec des frais d'entrée, des frais de gestion. C'est même des frais qui sont souvent plus importants que les fonds communs de placement traditionnels. Et enfin, l'inconvénient également que je trouve important, c'est que vous allez être souvent ce qu'on appelle collé à un véhicule d'investissement, c'est-à-dire que sur des fonds comme ça, vous allez souvent devoir bloquer vos fonds pendant un certain nombre d'années, donc c'est souvent entre 5 et 10 ans. Ensuite, vous avez des fonds qui vont être labellisés entre guillemets, fonds de private equity innovation ou fonds d'investissement de proximité, donc c'est ce qu'on appelle les FCPI ou les FIP, où il y a même les FCPR, donc il y a tout un tas de fonds qui existent sur justement le financement de petites sociétés non cotées. Et en fait, ça, c'est des fonds qui sont étiquetés pour avoir un avantage fiscal. C'est-à-dire souvent, quand vous allez vouloir réduire vos impôts, c'est typiquement le genre de véhicule d'investissement qu'on va proposer, c'est les fameux FCPI, non pas SCPI, mais FCPI, qui sont donc des fonds de private equity, mais sur des sociétés innovation, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur des sociétés vraiment plutôt d'amorçage, donc comme on le voyait tout à l'heure, plutôt des petites structures. Voilà, donc là en fait les avantages, c'est que vous allez de la même manière être fortement diversifié. Le deuxième avantage, c'est que vous allez souvent bénéficier d'un avantage fiscal à investir dans ces enveloppes, financières. Typiquement, je crois que les FCPI, si vous investissez, je crois que vous pouvez déduire le montant investi de votre assiette de revenus imposables. Alors évidemment, il y a des plafonds, mais du coup, voilà, pour des gens qui sont imposés à 30 ou 40%, ça peut être intéressant, évidemment, d'avoir cette déduction fiscale. Les inconvénients, c'est que vous allez de nouveau vous retrouver dans du capital, souvent du capital amorçage, donc qui est, comme on l'a vu, très risqué, et du coup souvent les performances vont quand même être assez médiocres. Je vous invite d'ailleurs à regarder un peu, avant tout investissement dans des FCPI, de regarder ce qu'on appelle le track record, donc regarder ce qu'ils ont pu faire les années antérieures, et vous allez voir que souvent dans ce monde de FCPI, les performances sont quand même relativement faibles. Et la deuxième chose, c'est que vous allez souvent dans ces fonds avoir des frais qui peuvent être très importants, souvent des frais d'entrée, des frais de gestion de 2-3% par an. Et en fait, bon, c'est ce qu'on retrouve souvent dans tout ce qui est véhicule d'investissement avec avantage fiscal, c'est que l'avantage fiscal, souvent, vous allez finalement le payer en frais. Alors pas immédiatement, mais sur la durée de l'investissement, l'avantage fiscal que vous aurez eu souvent sera payé en tout frais
d'entrée et frais de gestion que vous aurez eu pendant tout au long de la vie du produit. Voilà. Et associé à ça, des performances qui sont souvent assez médiocres au regard du marché dans son ensemble. Donc, je vous invite à être assez prudent sur ce type d'investissement, même si, comme toujours, il peut y avoir de très bons fonds FCPI. Il faut simplement bien les choisir. Et éviter aussi de forcément faire confiance aveugle à des professionnels qui peuvent avoir, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, avoir des conflits d'intérêts à vous pousser ce genre de solution. Cinquième approche pour investir en private equity, ça va être de choisir des actions de sociétés cotées en bourse pour le coup, qui font du private equity. Alors ça, c'est assez marrant puisque vous allez finalement choisir des sociétés sur le marché coté en bourse. Et ces sociétés-là font elles-mêmes, en gestion propre ou pour gestion de tiers, vont investir dans du private equity. Et donc là, vous êtes indirectement investi dans des sociétés justement en private equity. Donc ça, le gros avantage, c'est que vous pouvez avoir très rapidement une très forte diversification, puisque de la même manière que des fonds de private equity, ces sociétés vont également être diversifiées en investissant dans de nombreuses sociétés. Le deuxième intérêt, c'est que vous allez pouvoir souvent loger ces sociétés dans des PEA, PME, si c'est des sociétés qui font du private equity en Europe. Vous allez également avoir une très forte liquidité, parce que là, vous gagnez tous les avantages du marché coté, donc vous allez pouvoir acheter ces actions sur le marché boursier, donc avec toute la liquidité, la transparence associée au marché boursier. Vous allez avoir de très faibles frais, puisque vous allez juste avoir les frais de transaction de votre broker. Ça va être également très accessible, puisque souvent les actions vont coter quelques dizaines d'euros, donc vous pouvez acheter une seule action si vous le souhaitez. Et enfin, vous avez toute la transparence associée au marché boursier, c'est-à-dire que, comme vous le savez, le marché boursier est un marché public, et donc les sociétés ont devoir de publier tous les trimestres leurs résultats, de faire énormément de communication financière, pour savoir exactement ce qu'ils font, leur stratégie, ce qu'ils ont en portefeuille, etc., etc. Et donc, vous allez avoir toute cette transparence associée à ces actions de private equity. Ce qui ne va pas être le cas dans tout ce qu'on a vu précédemment, où il va y avoir une certaine opacité. Mais en marché privé, ils ont évidemment beaucoup moins de contraintes en termes de réglementation dans leur communication. Donc, le fait de passer par des actions cotées donne également ce gros avantage. Les inconvénients, ça va être que vous allez souvent avoir des écarts de valorisation par rapport à l'actif net réévalué, l'ANR. Alors ça, juste en deux mots, quand vous êtes sur une société qui fait du private equity, en fait, ce qu'on appelle l'actif net réévalué, ça va être la somme de toutes les valeurs des sociétés que la société a en portefeuille. C'est un petit peu comme une holding en fait, moins évidemment les éventuelles dettes qu'elle peut avoir à son bilan. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent la valorisation de ces sociétés-là vont être en deçà de ce qu'ils ont réellement en portefeuille. C'est souvent lié au fait que ces structures ont quand même des fonds, des frais de gestion. Et du coup, c'est justement parce que le marché anticipe donc les frais de gestion annuels des sociétés que ces sociétés-là valent un petit peu moins cher que ce qu'elles ont en portefeuille. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà un peu l'idée. Le deuxième inconvénient, c'est que comme vous allez être sur le marché du coup coté, vous allez avoir la fluctuation des marchés financiers, à la hausse comme à la baisse, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Et ça peut être un inconvénient pour des gens, ce qu'on n'a pas dans tout ce qu'on a vu précédemment, où vous n'allez pas avoir de cotation en continu. Et finalement, psychologiquement, ça peut être plus intéressant pour certains de ne pas avoir justement cette cotation instantanée que l'on a avec le marché boursier. Que l'on retrouve ici, ça peut être vu comme un inconvénient, moi je le vois presque comme un avantage, mais pour certains, ça peut être vu, on va dire, comme un point faible par rapport à de l'investissement en private equity hors marché coté. Et dernière approche possible pour investir dans le private equity, ça va tout simplement être les ETF en private equity. Donc là, c'est tout simple. C'est le principe de l'ETF. Donc on va avoir un panier d'actions dans lequel on va loger l'ETF qui va loger tout un tas de sociétés en private equity, tout simplement. Donc là, j'ai un exemple. Par exemple, il y a le iShare de BlackRock, le iShare List Private Equity. Donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. En fait, vous allez retrouver toutes les grosses sociétés de gestion de capital risque dans cet ETF. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez une énorme diversification, parce que là, vous achetez plein de sociétés qui elles-mêmes ont plein de sociétés de capital risque en portefeuille. Vous allez avoir une très forte liquidité, très peu de frais, très accessible. De la même manière, les inconvénients, c'est fluctuation du marché, puisque l'ETF va être coté tout comme une action. Et peut-être quand même
Un peu moins de lisibilité dans les ETF, mais ça on va retrouver en fait les inconvénients de l'ETF par rapport aux actions en direct. Voilà, là je dirais que l'ETF en private equity, c'est qu'on va avoir peu de lisibilité. Pour le coup, je pense pas qu'on va pouvoir comparer le prix de l'ETF par rapport à son ANR, son actif, l'actif net réévalué de l'ensemble des sociétés qu'il a en portefeuille. Peut-être que cette information est donnée dans les documentations de l'ETF visé, mais à vérifier. Voilà, à mon sens, moins de visibilité. Voilà, donc globalement, moi en fait, et c'est le dernier point, le point 4, c'est comment moi j'investis sur le private equity. Vous donner ma vision, ben moi vous l'aurez compris, ce qui me semble plus favorable, c'est très clairement la cinquième approche, voire la sixième avec les ETF. Moi je me concentre sur la cinquième approche parce que j'aime bien faire de l'investissement en direct. Et donc ça correspond du coup au point 4, c'est ma stratégie. Donc vous l'aurez compris, c'est d'acheter directement des actions sur le marché boursier qui traitent du private equity. Donc comment je fais très concrètement, j'ai tout simplement, tout comme le choix d'actions traditionnel, je vais acheter plusieurs actions en private equity. Je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, même si ces sociétés sont souvent très diversifiées au vu de ce qu'elles ont dans leur portefeuille. Je vais deuxièmement optimiser au mieux mes points d'entrée. Donc souvent, comme je l'ai dit, vous allez avoir des cours qui vont être inférieurs à l'actif net réévalué. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, et souvent vous arrivez à trouver l'information, quel est l'écart entre la valorisation de la société et l'actif net réévalué historique. Et du coup, essayez d'acheter lorsque vous êtes sous cet écart historique. Troisième chose, moi je vais plutôt, mais ça c'est plutôt mon style d'investissement value. Là, vous allez, pour le coup, en private equity, vous n'allez pas beaucoup trouver de value. Vous allez plutôt être sur l'approche croissance, puisque voilà, on va être plutôt amené à financer des sociétés qui grossissent, sauf éventuellement vraiment sur tout ce qui est LBO. Mais globalement, moi, je vais plutôt choisir là, pour le coup, de l'approche GARP, c'est-à-dire qualité-prix, c'est-à-dire de la croissance, mais à un prix raisonnable, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie GARP. Voilà, donc là je vais plutôt aller chercher des sociétés qui ont une approche un peu plus défensive que celles qui vraiment investissent des montants considérables dans des sociétés de croissance. Voilà, bon, ça c'est juste dans le style de gestion, donc vous allez voir qu'en fonction des sociétés, leur approche peut être différente. Ensuite, vous allez avoir deux types de business model dans les sociétés qui font du capital risque, à savoir soit elles vont gérer leurs propres fonds, donc c'est ce qu'on appelle du capital investissement en propre, soit elles vont faire pour compte tiers, c'est-à-dire qu'en fait elles vont juste récupérer des frais de gestion en gérant l'argent de tiers. Voilà. Et souvent les sociétés qui sont dans ces domaines d'activité font un peu des deux, c'est-à-dire font de l'investissement propre, mais font également de l'investissement pour tiers. Donc là, ce qui est bien, moi je préfère plutôt être sur le premier business model, puisque voilà, si vous voulez faire du private equity, autant aller sur des sociétés qui font réellement ce métier-là. Sinon, on se retrouve finalement sur une société qui fait purement de la gestion d'actifs. Si vous faites que des sociétés qui vont faire de la gestion pour compte tiers et qui vont juste récupérer des frais de gestion. Voilà, et puis un dernier point quand même par rapport aux valorisations actuelles. Donc comme je le disais, aujourd'hui c'est un sujet qui est pas mal à la mode, l'investissement en capital risque. Il faut quand même faire attention puisqu'actuellement les valorisations quand même dans le marché de la croissance, et on le voit notamment avec le marché américain, hein, qui est le marché croissance par excellence, on voit quand même que les valorisations sont quand même très élevées. On entend beaucoup de sociétés de capital risque qui disent qu'aujourd'hui il y a une énorme compétition pour rentrer dans les sociétés et que les valorisations sont extrêmement élevées. Donc bon, juste une petite prudence, on n'est pas sur des points bas aujourd'hui, ça c'est sûr, après ça peut continuer à monter, mais soyez quand même un peu vigilants sur les valorisations actuelles dans ces marchés de croissance. Et du coup, on retrouve aussi des décotes sur le prix par rapport à l'actif net réévalué que j'évoquais tout à l'heure, qui sont souvent un petit peu moins fortes que ce qu'on a perçu historiquement. Donc là, pareil, prudence par rapport à ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais c'est simplement que soyez sélectifs dans vos choix et mettez une fois de plus pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà, et donc pour finir, juste quelques sélections pour vous montrer un peu quel type de société on peut aller regarder. Sur le marché français, vous allez avoir Eurazeo, qui est je crois la plus grosse société cotée en capital risque. Vous allez avoir Tikeo Capital, des plus petites Altamir, IDI, ça c'est les plus petites sociétés. Sur le marché US, les gros mastodontes dans ce secteur, ça va être KKR, Blackstone. Voilà, donc je vous invite à regarder un peu ces sociétés si ça vous intéresse. Et moi, donc juste pour finir, ma petite valeur vedette, c'est une petite française, hein, c'est IDI.
Et là, bon, c'est pas un conseil à l'achat, hein. Je vous laisse évidemment faire, comme on dit, vos devoirs pour analyser par vous-même chacune des valeurs. Mais moi, ça, c'est une petite société que j'aime bien, qui correspond bien à tous les critères que je vous donnais précédemment sur ma stratégie et ma choix de sélection. Et cette valeur, petite société française, qui a en plus l'avantage de pouvoir être même logée dans un PEA-PME, depuis son introduction en bourse en 1991, donc il y a maintenant 30 ans, vous avez un sacré track record. Elle a eu un taux de rendement interne dividende réinvesti de 15% par an en moyenne, soit un multiple de 66 en 30 ans. Et donc ça a été super aux indices boursiers et celui des autres acteurs du secteur. Bon, il y a peut-être d'autres acteurs qui ont fait peut-être encore mieux, mais je pense qu'effectivement ils se trouvent dans le haut en termes de performance. Et donc là vous voyez 15% par an en moyenne sur 30 ans. On est évidemment bien au-dessus du CAC 40 et on est au-dessus de ce que je vous montrais précédemment, où je crois qu'on était aux alentours des 11 ou 12 par an en capital risque sur une analyse long terme. Voilà, donc ça c'était encore une fois juste un exemple pour vous montrer que effectivement c'est un secteur d'activité, en tout cas c'est un style d'enveloppe d'investissement qui est, je pense, effectivement intéressant à analyser pour diversifier son patrimoine. Voilà, je vous invite évidemment à regarder ça de près si ça vous intéresse. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Elle a peut-être été un petit peu plus longue que d'habitude. Voilà, mais il y avait pas mal de choses à raconter sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment. Et puis sinon, je vous dis évidemment à une prochaine vidéo. À bientôt.